RCF Charente. Le sens de l'éco. Une formation à l'économie, à la lumière des valeurs sociales chrétiennes, proposée par Philippe Senot, professeur agrégé d'économie, et Jean-Louis Ney, journaliste. Aujourd'hui, les principales théories économiques. Le sens de l'éco. Dans l'épisode précédent, nous avons essayé ensemble de définir ce qu'est l'économie, une activité que l'économiste Edmond Malinvaud, décédé il n'y a pas si longtemps en 2015, définit comme une science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Mais comment fonctionne l'économie? À quelles règles obéit-elle? Faut-il la réguler et laisser faire ce qu'on pourrait appeler la nature, que les économistes libéraux appellent la main invisible? Évidemment, sur cette question, les avis divergent. On peut dire qu'on retrouve, à grands traits, trois principales écoles divisées elles-mêmes en un certain nombre de sous-groupes. Il y a d'abord les libéraux qui pensent que l'économie peut s'auto-équilibrer toute seule, les excès dans un sens ramenant automatiquement le balancier dans l'autre sens. Il y a aussi les keynésiens qui estiment au contraire que les mécanismes d'autorégulation ne fonctionnent pas toujours, en particulier en cas de crise, et que c'est à l'État de se substituer au marché quand ceci est nécessaire pour relancer l'économie, essentiellement par la dépense publique. Et il y a enfin les marxistes qui ne croient pas le marché capable de contribuer au bien commun et qui proposent une économie entièrement planifiée et conduite par l'État. Le sens de l'éco. Philippe Senot, Jean-Louis Ney. Alors, on va commencer par les libéraux qui, historiquement, sont les premiers économistes. Philippe Senot, les libéraux, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est quoi leur pensée? Alors, les libéraux apparaissent essentiellement dès le XVIIIe siècle. Le plus connu, c'est Adam Smith. Leur thèse essentielle, c'est que le marché, c'est-à-dire les rencontres entre des offreurs et des demandeurs, doit être absolument libre. Personne ne doit intervenir dessus. Et si le marché est libre, il s'auto-régule. C'est-à-dire que par le mécanisme notamment des prix, qui sont souples, qui peuvent augmenter ou baisser, ça permet au marché de s'équilibrer et de retrouver en fait l'intérêt général. C'est-à-dire si chacun recherche son intérêt personnel, on débouche sur un intérêt global qui est bon. C'est ce qu'on appelle la théorie de la main invisible, comme s'il y avait une main qui donnait, comme pour les marionnettes, l'intérêt général. Alors, est-ce qu'on peut illustrer de manière très concrète, sur un produit, par exemple, ce mécanisme d'autorégulation? Alors, c'est valable sur tous les marchés, que ce soit le marché du travail avec le salaire, qui est un prix, ou sur le marché des biens. Alors, prenons le marché des biens, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si tout d'un coup, un produit devient rare, le prix augmente. Donc, à partir du moment où le prix augmente... Alors, je vais vous interrompre tout de suite. Pourquoi il augmente quand le prix est rare? C'est une question de demande et d'offre. C'est-à-dire, si plusieurs personnes arrivent pour vouloir ce produit et que le produit est insuffisant en nombre, seuls ceux qui sont capables de donner un peu plus pourront avoir ce produit. Donc, mécaniquement, le prix augmente en cas de rareté. Voilà, le prix augmente. Mais le prix augmentant, automatiquement, les offreurs et les demandeurs vont réagir. C'est-à-dire, les demandeurs, le prix augmente parce qu'il y a trop de demandes. Mais le prix augmentant, certains demandeurs vont se retirer de l'acte d'achat en se disant « non, là c'est trop cher, je vais acheter autre chose ou je vais attendre ». À l'inverse, les offreurs, c'est-à-dire les employeurs, notamment les entreprises, vont se dire « Oh là, là, il y a quelque chose à gagner, il y a du profit à faire ». Donc, ils vont investir pour produire plus. C'est-à-dire qu'on voit bien que la demande était supérieure à l'offre, simplement par le mécanisme des prix qui augmentent. À terme, la demande va baisser, l'offre va augmenter et le prix va s'équilibrer pour satisfaire toute l'offre et toute la demande. Voilà. Et le balancier ne risque pas d'aller trop vite dans l'autre sens? S'il va dans l'autre sens, le raisonnement va de même. C'est-à-dire si tout d'un coup, le balancier va trop loin, qu'il y a trop d'offres,
par rapport à la demande, ça veut dire que les entreprises ne pourront plus vendre leurs produits. Il n'y a pas assez d'acheteurs. Donc, eux-mêmes vont changer leur stratégie et baisser le prix, vont faire des rabais, où ils risquent de faire faillite parce qu'ils auront des stocks. Et donc, le prix va baisser. Et à l'inverse, les acheteurs, voyant le prix baisser, vont venir sur le marché pour consommer un peu plus. Et ça va s'équilibrer, offre et demande. Et c'est la même chose sur les salaires. Est-ce qu'on peut dire que ce que vous venez de décrire, c'est ce que les économistes appellent les cycles économiques? C'est valable pour les cycles très courts. Mais ceci dit, les cycles, ça répond à d'autres choses, notamment le progrès technique général. On en parlera de Schumpeter. Là, ça peut être purement sur un produit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir tout d'un coup plus d'offres et de demandes sur un produit et l'inverse dans un produit au même temps T. Donc, il ne faut peut-être pas assimiler ça quand même à une fluctuation. La fluctuation, c'est plus lié au progrès technique qu'à ces variations-là. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que le marché, la liberté des prix, le libéralisme, c'est sans arrêt des petites évolutions de surplus qui fait que l'offre et la demande vont s'équilibrer automatiquement. C'est ça qui est important. Il ne faut surtout pas intervenir. Si l'État intervient ou les syndicats interviennent ou n'importe qui intervient, ça fausse la flexibilité et dans ce cas-là, ça empêche l'équilibre de se réaliser et ça peut entraîner des catastrophes, par exemple pour les libéraux. Le chômage, notamment des personnes les moins qualifiées, s'explique par le fait que l'État intervienne, notamment en proposant le SMIC, qui fait qu'une personne va avoir un salaire supérieur à sa productivité, ça fausse tout l'équilibre. Ça, donc, c'est ce que disent les libéraux. C'est ce que disent les libéraux. Alors, le raisonnement, quand même, d'après ce que vous me décrivez, ça c'est basé sur le fait que tous les acteurs économiques ont un comportement rationnel. Les consommateurs en ajustant leur comportement au prix et les producteurs en ajustant leur production au prix. Est-ce qu'on peut dire que dans la nature humaine, les consommateurs sont rationnels? Ben justement, c'est le problème qu'a montré Keynes. C'est-à-dire Keynes a montré que souvent les comportements ne sont pas rationnels. C'est-à-dire qu'il y a la fameuse psychologie qui intervient. Et lorsque, par exemple, la fameuse crise de 29 qui a fait venir Keynes, comme le deuxième théoricien qu'on va aborder, dans la crise de 29, le krach boursier est un exemple typique d'un krach psychologique. C'est-à-dire le simple fait de vendre, tout d'un coup les gens ont eu peur et ceux qui ne voulaient pas vendre se sont mis à vendre et ainsi de suite. Le prix s'est effondré, un véritable krach. Et donc là, en ce cas-là, on voit que l'équilibre ne se réalise pas. C'est le gros tort des libéraux qui pensent que le marché s'équilibre toujours. Or, il y a des phénomènes qui font que l'équilibre ne se réalise pas forcément. Parce que l'être humain n'est pas complètement rationnel. Les libéraux s'opposent donc à toute intervention de l'État, mais quand même, ils acceptent un certain nombre de règles. Alors, ils acceptent ce qu'on appelle l'État gendarme. C'est-à-dire que l'État doit donner les conditions pour permettre une concurrence libre et parfaite. C'est-à-dire notamment police, armée, justice. Mais surtout, rien d'autre. Surtout pas s'occuper d'économie. Donc c'est ce qu'on appelle l'État gendarme. Alors que justement les autres théoriciens vont intervenir pour que l'État puisse être aussi un acteur économique. Alors, je vous entends dire concurrence libre et parfaite, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les livres d'économie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut des conditions pour qu'il y ait une vraie concurrence. Alors, pour qu'il y ait une vraie concurrence, il faut par exemple que les facteurs de production soient mobiles. Il faut qu'il y ait une multiplicité d'offreurs et de demandeurs, que personne n'ait un poids supérieur à un autre. Pas de monopole. Pas de monopole. Or, il y en a. Il faut que l'information soit neutre. Tout le monde puisse être informé, ce qui n'est pas le cas. Et ainsi de suite. Donc les conditions sont quand même rarement réunies et c'est là où, par exemple, l'État doit aussi intervenir. Alors donc, y compris les libéraux les plus libéraux, reconnaissent bien que la concurrence libre et parfaite n'est qu'une notion abstraite qui ne peut pas s'appliquer à 100%. Et donc, il y a plusieurs écoles de libéraux. Certains libéraux acceptant quand même plus de réglementation que d'autres. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut dire que d'une manière générale, les libéraux actuels, on le voit par exemple aux États-Unis, qui se réclament toujours comme une économie libérale, l'État intervient. Et les entreprises n'hésitent pas à demander à ce que l'État mette une barrière douanière, fasse une protection, etc. Mais d'une manière générale, l'économie libérale réclame de
peu de pratiques d'intervention de l'État, de laisser l'État beaucoup plus comme un État qui s'occupe donc de police, armée, justice, l'État régalien, comme on dit, et laisser au contraire les forces économiques, c'est-à-dire l'offre, pouvoir déterminer un petit peu ce qu'ils vont fabriquer. Dans l'histoire, est-ce qu'il y a eu une vraie époque d'économie libérale ? Oui, ça alterne. L'économie libérale a dominé indiscutablement au XIXe siècle. Et a bien fonctionné. Il y a eu une croissance extraordinaire. Complètement, mais il ne faut surtout pas dire que l'économie libérale est une mauvaise pratique. C'est une pratique qui est adaptée à une période. Notamment, je pense, moi personnellement, que chaque fois qu'il y a une certaine euphorie économique, la période libérale est certainement idéale. Ça pousse les offreurs à investir, etc. Par contre, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une peur, ça a été le cas de la crise des années 29, c'est le cas actuellement avec la pandémie, on se rend compte que l'économie libérale, visiblement là, est insuffisante. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne pour essayer de réglementer, diriger, ordonner, pour mettre un petit peu d'ordre dans quelque chose qui va un petit peu n'importe comment. On a parlé il y a quelques années des ultra-libéraux. C'est quoi leur théorie? Ils sont encore plus libéraux que les libéraux? Oui, encore plus libéraux que les libéraux. Ça a été dominant dans les années 80 avec Reagan ou Mme Thatcher en Angleterre. Et puis des écrivains comme Sorman et des gens comme ça. Voilà, qui ont eu indiscutablement une cote. Parce que c'est l'époque où ces théories libérales ont amené une très forte croissance, une reprise. L'économie anglaise, avant Mme Thatcher, était vraiment en perdition. Mme Thatcher l'a remis sur les rails, il faut être honnête, en étant extrêmement dur avec les syndicats, avec toutes les interventions. Mais on se rend compte que les ultralibéraux, ils veulent absolument aucune intervention de l'État, ni au niveau monétaire, et même surtout au niveau monétaire. C'est à donner l'école des monétaristes. La monnaie doit être neutre, alors que justement, ceux qui veulent réguler l'économie veulent utiliser aussi la monnaie pour réguler l'économie. Alors justement, on va en parler des monétaristes, puisque c'est une des branches de l'école libérale, avec un théoricien, Friedman. C'est quoi utiliser la monnaie pour piloter l'économie? Alors, pour eux, utiliser la monnaie, c'est surtout pas l'utiliser. C'est-à-dire que les monétaristes, ils ont une expression « money only matters », c'est-à-dire seule la monnaie compte. Il faut surtout pas que la masse monétaire augmente. Donc, surtout pas développer le crédit. Il faut qu'il y ait un encadrement du crédit, un encadrement monétaire, des taux d'intérêt élevés qui ne bougent pas. Alors, il faut comprendre que Friedman a écrit dans les années 70, c'était au moment de la grande inflation. L'inflation à 2 chiffres qu'on a connue en France. Et dans ce cas-là, c'est une perdition pour toute l'économie. Tout le monde y perd. Donc, ceux qui empruntent, mais encore. Donc, c'est lié à une époque. Depuis, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé. Ils sont là, on est exactement dans la situation inverse d'une politique monétariste, puisqu'on a des taux très bas, on a de la création monétaire à tout va, puisque pour la relance, les 400 milliards européens, etc., c'est l'inverse d'une politique monétariste. C'est l'inverse d'une politique monétariste. Simplement, les monétaristes peuvent revenir à la mode. Il y a certains écrits de monétaristes qui disent « on est en train de jouer avec le feu ». C'est-à-dire faire des taux d'intérêt négatifs, ça crée une masse monétaire énorme. Et vous avez dû voir dans la presse que beaucoup craignent un retour de l'inflation. Et d'une inflation qui pourrait être très très forte. Et dans ce cas-là, ça mettrait par terre toutes nos économies. Et ça peut être un danger d'une crise qu'on appelle systémique, c'est-à-dire l'ensemble du système économique et financier qui s'effondrerait. Donc pour l'instant, ils sont plus du tout à la mode, mais c'est vrai qu'il y a des monétaristes actuellement qui reviennent un peu pour tirer le signal d'alarme en disant des taux d'intérêt négatifs, du crédit aussi facilite et d'emprunter pour emprunter. Attention, on met peut-être le doigt dans un engrenage malsain. Vous avez utilisé il y a un instant la masse monétaire, la notion de masse monétaire. Alors ça fait typiquement partie des vocabulaires d'économistes qu'on a du mal à appréhender en tant que simple citoyen. C'est quoi la masse monétaire ? C'est la monnaie, c'est-à-dire tout ce que l'on a pour pouvoir acheter ou payer ou s'endetter. Donc cette masse monétaire, c'est bien sûr la monnaie divisionnaire, c'est-à-dire les pièces, la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets. Mais ça, c'est presque rien. Ça représente à peine 5% de la masse monétaire. L'essentiel de la masse monétaire, c'est en fait des jeux d'écriture. C'est la monnaie scripturale, ce que vous avez sur vos comptes chèques quand vous faites un chèque, ou de la monnaie sur votre compte chèque quand vous utilisez vos cartes, ou que vous empruntez
c'est une ligne simplement informatisée. Donc il faut voir que la masse monétaire, ce sont tous ces crédits qui sont actuellement utilisés par l'économie. Mais ça permet de payer quand même. Ah ben absolument. La preuve, c'est que la plupart de vos achats ne se font plus avec des pièces et des billets, seuls pour acheter le pain ou ces petites courses au quotidien. L'essentiel de nos achats se fait à partir de la monnaie à la rigueur scripturale, de plus en plus électronique, ou voire sur des lignes de crédit. C'est-à-dire qu'apparaît tout d'un coup sur votre compte, pof, il y a 10 000 € qui sont arrivés parce que votre prime est arrivée, votre retraite est arrivée, etc. Mais alors, comment ça se crée, cette masse monétaire? Ça semble trop facile, quoi, puisque ce ne sont que des lignes. Comment est-ce qu'on crée la masse monétaire? Alors, cette masse monétaire, ça sera un enjeu essentiel qu'on pourra aborder un jour si vous voulez. C'est assez complexe, mais cette masse monétaire, c'est par rapport à des crédits. C'est-à-dire que c'est essentiellement une banque qui va réclamer de l'argent et que la banque va lui soumettre, va lui permettre d'avoir cet argent. Et quand tout d'un coup, il y a d'autres personnes qui viennent demander de l'argent, si la banque n'a plus assez, elle va se retourner vers la banque centrale en donnant les titres, c'est-à-dire les fameuses créances, et la banque centrale va lui redonner des fonds contre ces titres. C'est-à-dire que c'est la banque centrale qui finalement, par ses taux d'intérêt, par le prêt qu'elle donne, va orienter tous les crédits. Parce que c'est les crédits qui créent la monnaie. D'accord. Donc, vous allez me dire si je me trompe, mais si je comprends bien, vous m'expliquez que c'est la Banque centrale qui crée de la monnaie en prêtant de l'argent aux banques pour qu'elles, à leur tour, puissent prêter contre de simples morceaux de papier. Ça revient à ça. Voilà, c'est un peu plus compliqué. On est d'accord que c'est plus simpliste, puisque vous nous disiez tout à l'heure qu'il faudrait sans doute un peu plus de temps pour l'expliquer. Mais c'est un peu le danger, parce que pour les banques centrales, c'est extrêmement facile de créer de la masse monétaire. Et d'une certaine façon, c'est facile de faire plaisir à tout le monde. Oui, mais tout repose sur la confiance. C'est-à-dire que le jour où on construit, où on fabrique des billets qui ne correspondent plus à aucune valeur, par définition, là, c'est l'inflation qui décolle. Et puis, par définition, c'est la faillite de tout. Donc, là aussi, il faut être raisonnable. C'est là où les monétaristes restent d'actualité. Il faut faire attention, pas trop de création monétaire qui risque de créer de l'inflation et la catastrophe. Le sens de l'écho. Alors, la création du monétaire va peut-être nous amener assez logiquement à la deuxième théorie économique, qui est celle de Keynes, puisque, si j'ai bien compris, la théorie de Keynes revient à dire que les mécanismes de l'économie ont besoin d'être régulés par l'État, et l'État, notamment en cas de crise, régule l'économie par la relance, et la relance par les investissements publics, la dépense publique, donc la création monétaire. Tout à fait. Alors, il faut voir qu'à l'origine, c'est la crise de 29. La crise de 29, quand elle touche les États-Unis, le président de l'époque, Hoover, il a une citation célèbre au moment des élections. « La prospérité est au coin de la rue, ne faisons rien ». Ben non, voilà un exemple typique. C'était un libéral. C'était un libéral. Et parce que l'économie libérale marchait très bien dans les années 20, avait permis à une croissance extraordinaire des États-Unis. Et justement, la prospérité n'était plus au coin de la rue. Il y a eu un effondrement boursier, un pessimisme général, un arrêt de la consommation, un arrêt des crédits. Les banques resserrent les crédits, donc il n'y a plus d'argent, plus de consommation, et avec tous les phénomènes en cascade de chômage. Donc il faut bien voir que c'est une catastrophe au niveau même social. Et Keynes arrive en disant « mais il faut que l'État régule, l'État soit là pour relancer l'économie. Et comment va-t-il relancer l'économie? En augmentant les dépenses, la consommation et l'investissement, c'est-à-dire ce qu'il appelle la demande effective. Et en augmentant la consommation et l'investissement, on relance la production, donc l'emploi. Et l'emploi, c'est des salaires, ça relance la consommation, et ainsi de suite. Cercle vertueux. Voilà. Cercle vertueux de salaire, achat, donc création d'entreprises pour que les gens puissent acheter, etc. Est-ce qu'on peut résumer la théorie de Keynes? Parce que là, on voit son application, mais sur un plan conceptuel, c'est quoi sa profession de foi à Keynes? Sa profession de foi, c'est que si on laisse l'économie complètement libérale, autonome, elle ne se régule pas.
Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait une sorte de chef d'orchestre qui puisse tout d'un coup relancer. Et relancer, je vais vous surprendre en disant ça, mais même en faisant des dépenses inutiles. C'est-à-dire, prenons un exemple, vous êtes dans une difficulté, dans une ville où il y a du chômage, peu d'activité, eh bien refaites les trottoirs. Mais ils ont été refaits l'année dernière, qu'importe. Ça va faire travailler des personnes, des entreprises, des salaires qui vont être versés. Eux, touchant des salaires, vont consommer chez les commerçants locaux, qui à leur tour vont consommer, et ainsi de suite. C'est ce que Keynes appelle le multiplicateur d'investissement. C'est-à-dire un investissement entraîne dans l'économie une distribution en cascade de revenus et de consommation qui fait qu'à la fin, la consommation finale est supérieure à l'investissement initial. Ça paraît très théorique, mais c'est vraiment ce qui s'est passé en 29 et c'est ce que font un petit peu les gouvernements avec la pandémie actuelle et les plans de relance. Mais ça a un côté choquant. On parlait dans un précédent épisode de morale de l'économie. Faire des travaux inutiles, c'est consommer des ressources pour rien. Est-ce que c'est moral, ça ? Oui, là, je suis provocateur en donnant cet exemple. C'est pour dire que même ça peut être bon. Ceci dit, après, il faut être intelligent. C'est-à-dire faire ce qu'a fait le New Deal, c'est faire des barrages hydrauliques, c'est refaire des routes, etc. La pandémie, quand on reconstruit des usines qui fabriqueraient en France ce qui est fait en Chine, c'est quelque chose de moralement bon et effectivement positif. Mais ce qu'il faut, c'est créer de l'activité et c'est de toute façon moral parce que ça donne de l'emploi. Et ça lutte contre la misère. Donc ça lutte contre le chômage, qui est quand même une plaie. Il faut se rappeler qu'il y a eu 32 millions de chômeurs dans les années 30. Et c'était autre chose que maintenant, puisqu'il n'y avait pas d'allocation chômage, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de RSA, il n'y avait rien du tout. Et donc là, on passait dans une misère terrible qui a débouché sur la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme en Allemagne, et on a vu ce que ça a coûté à l'être humain. Est-ce que le keynésianisme est compatible avec le libéralisme ? Est-ce que ces deux notions sont réellement opposées ? Elles ne sont pas vraiment opposées. En fait, tout dépend de la période. C'est-à-dire que quand on regarde objectivement les périodes historiques, on se rend compte qu'il y a des périodes qui s'adaptent à un libéralisme relativement poussé. C'est le cas en France dans les années 80, par exemple, indiscutablement. Par contre, à un certain moment, ça coince. Dès qu'une crise arrive, dès notamment qu'il y a les phénomènes psychologiques notamment, le keynésianisme revient à la mode. En fait, ils ne sont pas contradictoires parce que les deux croient au marché, contrairement au marxisme qui ne croit pas au marché. Donc le keynésianisme et le libéralisme, c'est deux variantes qui reconnaissent l'existence du marché comme étant la base. Simplement, chez les keynésiens, le marché doit être régulé, alors que chez les libéraux, le marché ne doit pas être régulé. Le sens de l'écho. Philippe Senot, Jean-Louis Ney. Eh bien, venons-en au marxisme qui, lui, est radicalement différent puisqu'il considère que le marché ne peut pas faire fonctionner l'économie dans le sens du bien commun et donc il prévoit de piloter l'économie totalement, de A à Z, de faire piloter l'économie par l'État. Est-ce que ce système, comment fonctionne ce système et est-ce qu'il a fonctionné ? Alors, il a fonctionné d'abord sous l'exemple de la Russie, qui est devenue l'URSS en 1917, après la Révolution. Donc, ça s'est traduit par la socialisation totale des moyens de production, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de propriété privée, y compris dans la paysannerie, ce qui a été une catastrophe pour l'agriculture. Et l'ensemble de l'économie est dirigé par un plan. C'est-à-dire il y a un plan central obligatoire qui prévoit tout dans le détail. Par exemple, si vous êtes dirigeant d'une entreprise textile, vous êtes un fonctionnaire et vous savez que vous devez fabriquer 10 000 chemises de couleur rouge avec 6 boutons de telle couleur, etc. Tout est décidé par l'État en fonction de l'intérêt général, c'est-à-dire de créer de l'emploi. Il n'y a pas de chômage, par définition, dans une économie socialiste. Mais on a bien vu avec l'expérience que si ça a permis le décollage de l'économie soviétique, c'est indiscutable, l'accroissement global de la richesse, c'est une catastrophe au niveau du bien-être, en dehors même de la notion de liberté, mais qui est un autre problème, au niveau du bien-être, parce que ça ne correspond absolument pas au désir des gens. On fabriquait, il y a par exemple le fameux parking en Russie où il y a 50 000 tracteurs, où il manque le carburateur, simplement parce que le plan a oublié de prévoir qu'il fallait un carburateur. Et celui qui a fabriqué les différents tracteurs a fabriqué exactement comme on lui a dit de faire, sinon c'était la Sibérie et la mort. Donc c'était le genre de planification impérative qui est un échec total et qui explique l'effondrement du système socialiste de type soviétique avec planification centrale
centralisé dans les années 80-90 avec l'effondrement du bloc soviétique. Alors, l'idée pouvait pourtant paraître séduisante. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Quelles sont les raisons objectives qui font que ça n'a pas marché? Alors, c'est vrai que ça peut être séduisant au départ, parce que de toute façon, c'est l'idéal marxiste. Dans la théorie marxiste, il y a la révolution, où c'est normalement la classe prolétarienne prend le pouvoir, et là, c'est chacun selon son travail. Mais l'objectif, c'est une sorte de paradis, l'étape du communisme, et personne n'y est arrivé, hein, où c'est chacun selon ses besoins. C'est-à-dire qu'on doit avoir une profusion de biens. Mais ils ne sont jamais arrivés. Pourquoi? La raison, elle est très simple. C'est que l'être humain a besoin d'un minimum de liberté. Il a soif d'un idéal, il a soif de produits, il veut pouvoir choisir. Et pourquoi est-ce que dans la mode, certains préfèrent telle couleur plutôt que telle autre, tel objet plutôt qu'un autre? Ça, le plan est incapable de le prévoir. C'est beaucoup trop rigide, beaucoup trop strict. Ça laisse aucune liberté. Et résultat, c'est inadapté à une réalité qui est la réalité du monde moderne. Est-ce qu'on peut dire, en appliquant un raisonnement libéral au fonctionnement du marxisme, que tout simplement l'économie socialisée ne répond pas à la demande? Une socialisation des moyens de production, absolument. Ça, c'est évident. Parce que, par définition, c'est le plan central des fonctionnaires à Moscou qui décidait de ce qu'il faut. Et non pas le consommateur. Et non pas le consommateur. Le sens de l'éco. Alors, entre toutes ces théories, est-ce que l'Église a des préférences? Alors, l'Église a très rapidement essayé d'analyser, c'est-à-dire que dès Rerum Novarum, en 1891, le premier pape, première encyclique vraiment sociale, oui. Sociale, et il y a déjà une condamnation d'une intervention systématique de l'État. Mais il y a une volonté très forte d'intervention de l'État au niveau social, parce que le patron est dans une position de force, surtout à l'époque, au XIXe siècle, par rapport à l'ouvrier. Donc on voit que l'État est nécessaire, mais l'Église a été méfiante d'un État qui serait tentaculaire, qui empêcherait la liberté et l'autonomie de l'homme. Dans toutes les encycliques des années 30, contre le fascisme, contre le nazisme et contre le communisme, il y a 3 encycliques, en 37 et 37 et 39, ces encycliques critiquent complètement le libéralisme pur, mais l'intervention surtout de l'État, c'est l'époque du fascisme, du nazisme et du communisme, qui empêche en plus toutes les libertés et assimile l'homme. Après la guerre, indiscutablement, il y a eu la reconnaissance que l'intervention de l'État keynésianisme avait permis, ce que l'on appelle les 30 Glorieuses, un enrichissement général et surtout pour l'Église qui est très attachée à ça, l'apparition d'une protection sociale, l'État-providence. À partir de là, et ça a été très clair avec Jean-Paul II, au moment de l'effondrement du communisme, où Jean-Paul II explique bien que le communisme est quelque chose qui n'est pas conforme à tout ce qui est liberté de l'être humain, liberté économique, mais liberté de penser. Par contre, que l'intervention de l'État pour protéger les plus faibles est nécessaire. Et ça a été encore repris par les 2 derniers papes. Donc maintenant, on peut dire très clairement que l'Église est favorable à l'économie de marché, mais un marché régulé, c'est-à-dire qu'il y aurait une préférence pour une économie de type keynésienne, même si vous n'avez dans aucun texte dire que c'est Keynes qu'il faut suivre, mais c'est indiscutablement une économie de marché régulée de type keynésienne pour protéger les plus faibles. Merci Philippe Senot. Au prochain épisode, on découvrira ce qu'est le capitalisme et quelle a été son évolution.